Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La région des Grands Lacs continue de connaître une instabilité. Ce sont les mots prononcés par Wang Zia, l'envoyé spécial des Nations Unies pour cette région devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Le diplomate s'est montré préoccupé par la présence des groupes armés, notamment dans l'est de la République démocratique du Congo. Le limogeage de la présidente de la Cour constitutionnelle en Centrafrique, Daniel Darlan, a été destitué par le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, pour empêchement définitif. Une mesure qui fait grincer des dents dans les rangs de l'opposition. Et puis la clôture de la conférence de Tanger sur la paix, la sécurité et le développement organisée par l'Union africaine. La conférence qui a abouti à l'adoption d'une déclaration finale. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la réaction de l'Afrique du Sud après l'alerte attentat émise par les États-Unis. Ce 26 octobre, l'ambassade des États-Unis à Pretoria avait indiqué sur son site avoir, je cite, reçu des informations selon lesquelles des terroristes pourraient prévoir de mener un attentat ciblant de larges rassemblements dans le périmètre autour de Sandton, une banlieue située au nord de Johannesburg. Dès le lendemain, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a réagi à cette annonce lors d'une conférence de presse. Le chef de l'État a indiqué que toute forme d'alerte viendra du gouvernement sud-africain et il est malencontreux qu'un autre gouvernement publie une telle menace de manière à créer la panique parmi les nôtres. Il a par ailleurs ajouté que les autorités sud-africaines travaillent d'arrache-pied pour vérifier cette alerte lancée par les États-Unis. La situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs d'Afrique était au cœur d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU ce 26 octobre. Réunion durant laquelle l'envoyé spécial des Nations Unies pour cette région, Wang Zia, a exprimé ses inquiétudes face à l'insécurité qui persiste en raison de la présence de groupes armés. Autre source de préoccupation, la situation humanitaire. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dénombre en effet plus de 4,9 millions de réfugiés et demandeurs d'asile. Gladys Mamba. La paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs nécessitent des efforts régionaux. C'est en somme le constat dressé par l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs devant le Conseil de sécurité de l'ONU le 26 octobre. Wang Zia a sollicité l'appui du Conseil de sécurité et de la communauté internationale dans son ensemble pour cette mise en œuvre. La région des Grands Lacs continue en effet d'être confrontée à l'instabilité due à l'activisme des groupes armés, un de ses plus grands défis. La persistance des activités des forces démocratiques alliées ADF, des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, de la résistance pour un état de droit, Red Dapara, et du M23, alimente l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, mais ravive également la méfiance et les tensions entre les pays de la région, en particulier entre la RDC et le Rwanda. Les efforts de médiation entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, entamés par la communauté d'Afrique de l'Est avec le processus de Nairobi, n'ont pas apaisé les tensions. Les deux pays continuent de s'accuser mutuellement de soutenir des groupes armés. Une mobilisation constante et importante de la communauté internationale serait nécessaire pour assurer la stabilisation et le rétablissement de la confiance dans la région. Plus que jamais, la communauté internationale devrait jouer un rôle efficace en tant que garant à la recherche de la paix dans la région. Selon les Nations Unies, la situation humanitaire dans la région des Grands Lacs reste préoccupante. Plus de 4,9 millions de réfugiés et de demandeurs d'asile ont fui en raison de la violence et de facteurs liés au climat. Et près de 12 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur de leur propre pays, notamment au Burundi, en Centrafrique, en République démocratique du Congo, au Soudan du Sud et en Ouganda.
C'est une décision qui agite la classe politique centrafricaine. Dans un décret paru ce 25 octobre, le président Faustin-Archange Touadéra a mis fin aux fonctions de Danielle Darlan, la présidente de la Cour constitutionnelle. Une décision prise pour empêchement définitif pour le Bloc républicain pour la défense de la Constitution, plateforme qui regroupe des partis d'opposition et des organisations de la société civile. Il s'agit d'un coup d'État constitutionnel. Mildred Diamou. Dans un décret rendu public le 25 octobre 2022, le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra a mis fin aux fonctions de Danielle Darlan, présidente de la Cour constitutionnelle pour empêchement définitif. La destitution de Danielle Darlan intervient à la suite de sa mise à la retraite de la fonction publique. Le mandat de l'ancienne professeure de droit de l'université de Bangui devait prendre fin en 2024. L'enjeu qui se joue derrière la révocation de Mme Danielle Darlan de la tête de la Cour constitutionnelle centrafricaine, c'est les velléités de briguer un troisième mandat par le président Touadéra. Ceci aura pour conséquence que le climat politique déjà très tendu sera crispé entre la société civile ou une partie de la société civile, l'opposition et le pouvoir du président Touadéra, car ce troisième mandat n'est pas accepté par une partie de l'opinion centrafricaine. Depuis le 23 septembre 2022 que la Cour constitutionnelle centrafricaine a invalidé le projet de réforme de la Constitution du président Touadéra, les tensions s'amplifient entre les deux parties. À 72 ans, première femme à la tête de la Cour constitutionnelle de la Centrafrique, depuis plus de 3 ans, Danielle Darlan faisait l'objet d'attaques verbales sur les réseaux sociaux. L'opposition, quant à elle, annonce un recours en inconstitutionnalité contre ce décret. Depuis 5 ans, quand elle rendait des décisions, le gouvernement n'a trouvé rien à redire. Mais il a suffi que, de son rôle de gardienne de la Constitution, elle dise que la procédure que le président Touadéra a lancée et est en train de manipuler pour réviser ou rédiger une nouvelle Constitution se fait en dehors des dispositions de la Constitution actuelle. Et son péché, c'est d'avoir dit cela, donc elle est l'objet de harcèlement, de vendetta, de vengeance, de mise à la retraite, et cela ne se justifie pas. La seule chose que le président Touadéra veut, c'est de faire partir Mme Darlan de la tête de la Cour constitutionnelle pour baliser la voie pour un troisième mandat afin qu'il puisse se représenter en 2026, alors que la Constitution actuelle lui interdit de se représenter à la fin de son mandat actuel. C'est un cas de violation flagrante de la Constitution et le président Touadéra s'est mis hors la loi. C'est un coup d'État constitutionnel qu'il vient d'opérer. L'opposition qualifie cette décision du président Touadéra de coup d'État constitutionnel visant à lui ouvrir la voie vers un troisième mandat pour le parti Kwanakwa de l'ancien président François Bozizé. Cet acte est d'une gravité sans précédent et plonge la République centrafricaine dans une insécurité juridique absolue. D'après les médias locaux, la Cour constitutionnelle dispose d'un délai de 8 jours pour délibérer sur la constitutionnalité de ce décret du président Touadéra. La première conférence politique de l'Union africaine s'est clôturée ce 27 octobre à Tanger. Paix, sécurité et développement étaient au cœur de ce rendez-vous qui a réuni quelques 300 experts. Pendant 3 jours, les participants ont planché sur des projets visant à favoriser l'intégration régionale dans l'objectif de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Bilan de ce rendez-vous, une déclaration finale a été adoptée. Écoutons à ce propos Mohamed Arouchi, ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l'Union africaine et de la CEA-ONU. La conférence de Tanger, c'est le lancement de cette approche nouvelle, multidimensionnelle, qui va rassembler bien sûr tous les acteurs pour accompagner le département Affaires politiques, paix et sécurité dans ses efforts justement pour le maintien, ou visons le maintien de la paix et sécurité donc en Afrique. La conférence de Tanger a lancé ce processus, c'est un processus qu'on va veiller justement à ce qu'il soit régulier, continu, que cette dimension opérationnelle du Nexus paix sécurité développement donne résultat et résultats tangibles. L'espoir, c'est de nous voir tous travailler dans la synergie durant l'année prochaine. Revenir donc au Royaume du Maroc à Tanger pour exposer donc les résultats, les premiers résultats de la mise en œuvre de cette approche multidimensionnelle
dans la gestion des situations de paix et sécurité en Afrique. L'actualité, c'est aussi l'ouverture ce 27 octobre de la première édition du Forum international Avenir Gouvernance publique. L'événement est organisé par Aliou Sall, l'administrateur général de l'Institut EMIA, l'Université africaine des sciences et technologies, en partenariat avec le Conseil général des Yvelines en France et la Chambre de commerce de Paris. Une première édition qui a pour thème la digitalisation des territoires dans un contexte de régulation rénové. Pendant ces 2 jours d'échange, plusieurs panels sont organisés, notamment sur le développement de la e-santé et les attentes des citoyens en matière d'équité territoriale. Le Sénégal a franchi ce 25 octobre une étape majeure en matière de politique gazière. Lors de la 24e réunion ministérielle du Forum des pays exportateurs de gaz organisée au Caire, le pays a fait son entrée au sein de cette instance, aussi connue sous le nom d'OPEP du gaz, d'ici 2023, année durant laquelle le projet Grand Tortue Améim doit entrer en production. Le Sénégal deviendra le 20e membre du GECF. Roberto Bogby. Dès 2023, le Sénégal produira annuellement 2,5 millions de tonnes de gaz. Si le chiffre n'est pas encore au niveau des plus grands producteurs, le pays pourra toutefois peser sur les décisions du cartel dont il fait désormais partie. L'entrée en tant qu'observateur du GECF, le Gas Exporting Countries Forum, qui réunit les principaux exportateurs de gaz dans le monde, va, selon les experts, impulser une nouvelle dynamique dans la filière gaz de ce pays d'Afrique de l'Ouest. L'entrée dans ce forum mondial des pays exportateurs de gaz lui apporte très certainement une visibilité de prestige, mais l'invite surtout et avant tout à la table de décision d'un groupe énergétique qui pèse plus de 43% des exportations mondiales de gaz en ce moment. Le Sénégal deviendra membre de plein droit du forum qui réunit les principaux exportateurs de gaz dans le monde quand le gisement Grand Tortue Améim entrera en production d'ici 2023. Selon Mamadou Falkan, le secrétaire général adjoint du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, l'exploitation des champs gaziers du projet Grand Tortue Améim va générer environ 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an entre 2023 et 2027, ensuite 5 millions de tonnes par an jusqu'en 2030, puis 10 millions de tonnes par an au-delà de 2030. Le Sénégal prend donc du poids énergétique, si on peut le dire ainsi, et pourra donc profiter du capital technique, des conseils opérationnels et surtout de l'expertise des grands producteurs gaziers de ce groupement. Le Gas Exporting Countries Forum, qui réunit les principaux exportateurs de gaz dans le monde, est une organisation dominée par les géants que sont le Qatar, l'Iran et la Russie. Le Sénégal deviendra le 20e membre de cette organisation qui comportera désormais 8 pays africains, dont le Nigeria et l'Angola. La Côte d'Ivoire poursuit ses engagements en matière de transition énergétique. Le pays a entamé la construction de sa première centrale de biomasse située dans la commune d'Aboisseau, à 100 km à l'est d'Abidjan. D'une capacité de 46 MW, l'infrastructure devrait être mise en service à la mi-2023. Coût estimé de ce projet environ 200 millions d'euros. Nathalie Mou. À l'horizon 2030, la Côte d'Ivoire veut assurer 42% de sa production électrique grâce aux énergies renouvelables. Dans cette dynamique, le pays a lancé le chantier de construction de sa première usine de biomasse le 25 octobre 2022. Le projet coûtera plus de 200 millions d'euros pour une capacité de production de 46 MW dans la localité d'Ayebo, à environ 100 km à l'est d'Abidjan. De plus en plus de pays se tournent vers les énergies renouvelables pour une réponse à l'urgence climatique et à l'indépendance énergétique. C'est le cas de la Côte d'Ivoire par exemple. Cette pratique permet au pays de contribuer à une réduction d'émissions de gaz à effet de serre et surtout de favoriser la maîtrise à long terme de sa facture énergétique. La future usine de biomasse aura un impact multiforme sur les populations ivoiriennes. Outre l'amélioration de la fourniture électrique, des experts prévoient un accroissement de 20% des revenus de 12 000 agriculteurs dans la région d'Ayebo. La centrale de biomasse a besoin de 520 000 tonnes de déchets d'huile de palme pour faire fonctionner ces 2 turbines de 23 MW chacune.
Le revenu des agriculteurs va bien évidemment augmenter car la centrale sera alimentée essentiellement par des déchets agricoles. Les énergies renouvelables valorisent les ressources des territoires et génèrent de l'activité avec à la clé des emplois locaux et non délocalisables et des moyens peu coûteux pour s'approvisionner en énergie. Avec 12 millions de tonnes par an, la Côte d'Ivoire est l'un des plus importants réservoirs de biomasse d'Afrique. La Côte d'Ivoire pourrait produire 748 MW d'électricité à partir de la biomasse d'ici 2030. 15 projets de centrales de biomasse sont inscrits dans le plan d'action national des énergies renouvelables 2016-2030 du pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.